Hello, je vous retrouve en ce lundi 3 février pour ouvrir un nouveau vlog qui sera pas un vlog tout, enfin si un vlog lecture, mais qui sera surtout un vlog à 1000. J'ai décidé de me faire mon petit challenge 1000 pages en une semaine, hein, parce qu'en week-end c'est pas possible pour moi. Donc voilà, je vais vous présenter un peu les livres que j'ai choisis pour cette semaine à 1000. Le tout premier, ce sera un graphique que j'ai reçu des éditions Brajolon, qui est Teenage Mutant Ninja Turtles, donc les fameuses tortues ninja, en version graphique. Alors d'après ce que j'ai compris, ça reprend le pitch du départ où on voit que les tortues voilà, deviennent des mutants et prennent une apparence semi-humaine, sauf que là apparemment c'est une sorte de reboot et on redémarre, voilà, la transformation des tortues en tortues ninja. Bon, le dessin est assez violent, je l'ai feuilleté. Voilà, si vous avez vu le dessin animé dans les années 90, oubliez, je pense qu'on n'est pas du tout dans le même genre, et bon voilà, à ne pas mettre entre toutes les mains. J'ai aussi ce service presse voilà, que je devais commencer aussi. C'est La guerre du conte, Margot Dupin et les jardins d'âme. C'est de Max Tarot qui m'avait envoyé en service presse papier. On va suivre une jeune fille, Margot Dupin, qui a 15 ans et qui va découvrir. Alors, apparemment, ça change un peu des habituels tropes dans la littérature jeunesse. Elle va découvrir un monde, mais pas un monde vraiment complètement différent du sien, mais plutôt un monde parallèle. Mais je vous en dirai plus quand je l'aurai lu un petit peu plus longuement. J'ai sorti celui-ci de ma palle perso du thé pour les fantômes, puisqu'il y a une ELC qui est organisée. Je me suis dit, allez, j'y participe. Donc, c'est de Chris Vulezevic, j'arrive jamais à dire son nom, c'est une horreur. Voilà, vous en avez certainement entendu parler. Je sais que les avis sont très partagés, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a des gens qui ont adoré, d'autres qui n'ont pas aimé du tout. Voilà, on m'a dit que c'est assez contemplatif quand même, qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Bon, je suis très curieuse quand même de le découvrir, donc c'est pareil, je vous en reparlerai. Et puis le dernier, c'était aussi une lecture commune qui a été organisée. C'est Gods of Men de Barbara Kloss, le premier tome, c'est chez Rivka. Donc là, on va suivre une jeune fille qui vit voilà, dans un royaume, elle est quand même princesse. Mais voilà, il y a eu des problèmes, apparemment, il y a plusieurs années avec des magiciens, avec la magie, et du coup la magie est vue comme quelque chose de terrible, d'anormal, et les gens qui possèdent de la magie sont chassés. Et on va suivre cette jeune fille qui malheureusement ne savait pas qu'elle était porteuse de magie, et qui, sans le faire exprès, tue sa petite sœur. Elle s'enfuit donc de son royaume, et on la retrouve des années plus tard dans un autre royaume, où elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui semble la traquer. J'en sais pas plus pour l'instant. J'aime beaucoup Rivka, ils font des belles illustrations. Alors la couverture est toute simple à l'intérieur, hein, la jaquette aussi, mais vous avez des belles illustrations comme ça. Pour bien représenter les personnages principaux, je pense. C'est vraiment très sympa. Voilà, donc j'ai commencé ces lectures communes ce lundi, et puis je vous dirai où j'en suis lors d'un prochain point lecture. Bye bye! Hello, je vous retrouve, nous sommes le mardi du coup 4 janvier si je ne me trompe pas, pour vous donner un peu l'avancée de mes livres, avec tout mon bazar de livres derrière, et toujours sous une lumière magnifique vu qu'il ne fait pas beau. Donc celui sur lequel j'ai le plus avancé, c'est Margot Dupin, qui est un jeunesse. L'héroïne a 15 ans, mais franchement ça peut être lu par de la jeunesse. Enfin, pour le moment, ça peut être lu par de la jeunesse, il n'y a pas de souci. Donc on va suivre cette jeune fille qui a des parents, enfin une famille pas très sympatoche, je trouve. Elle a des espèces de trous de mémoire, enfin elle est atteinte de somnambulisme, et puis surtout elle n'a que 4 doigts à chaque main, ce qui est quelque chose qui... Alors elle a appris à vivre avec, ça c'est pas le problème, mais ça lui vaut énormément de moqueries de la part de ses camarades à l'école. Voilà, puis bon, je n'ai pas trouvé sa famille très sympa. J'ai lu une centaine de pages, je ne l'ai pas trouvé très 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 sympatoche. Bon, à voir par la suite. On voit au début aussi, on voit tout de suite apparaître une créature fantastique qui est aussi une amirale, une soldate au sein de la cause de la dame, ils appellent ça de la dame, au sein du bien. Elle rencontre un archange, elle rencontre aussi un autre homme qui apparemment semble être un humain, mais qui se cache, et voilà, on va suivre Margot.
il demande, en fait, il donne un message secret à Margot et il lui demande de la rejoindre, je crois que c'est au pied de la Tour Eiffel, je ne sais plus trop, pour lui, voilà, pour lui expliquer certaines choses. Mais Margot va un peu partir en vrille lors de la fête de deux de ses sœurs qui fêtent l'obtention de leur bac. Du coup, elle va se retrouver punie chez ses grands-parents. Voilà, donc elle va essayer quand même de... Elle peut pas aller à cette réunion, mais il va se passer des choses quand même assez étranges. Et en fait, alors je vous l'avais dit, hein, c'était certainement pas un monde tellement différent du nôtre. Effectivement, on va rester plus ou moins dans notre monde. On va juste franchir les portes de l'au-delà, en fait. Voilà, donc à voir après. En tout cas, je trouve que c'est très dynamique comme écriture. Il n'y a pas de temps mort. Et puis, je trouve que voilà, il y a une écriture qui est pleine de vivacité, pleine de dynamisme, qui fait que ça se lit quand même assez bien. Et c'était vraiment très agréable. Donc ça, j'avais bien avancé sur Margot Dupin. J'ai lu la première partie du Thé pour les fantômes et franchement, pour l'instant, j'adore. J'adore la façon d'écrire de l'autrice. Il y a un côté très poétique. Alors, il y a un côté un peu déstabilisant au niveau de la narration, puisque c'est un homme, apparemment, dans un café, qui parle à un touriste de passage à Nice et qui lui explique l'histoire de Félicité et Egonia, qui sont des sœurs jumelles. Voilà, il explique leur naissance qui s'est pas faite sans mal. Il raconte un peu l'histoire de leur mère qui s'appelle Carmine. On va retourner des années plus tôt, puisqu'à l'époque où ces narrateurs racontent l'histoire, les deux sœurs sont décédées. Elles sont nées en 1940. Voilà. Et on assiste à leur naissance. Et il n'y a rien de sanglant. Hein, ne vous attendez pas. Voilà, c'est pas ça. C'est que la naissance est un peu compliquée. Il se passe un événement juste avant qui est quand même assez traumatisant pour la maman. Il y a la sage-femme qui vient, mais voilà, ce sont des bergers en fait, donc ils vivent vraiment dans la montagne, il y a plein de petits villages. Le narrateur est à Nice, mais après il raconte tout ce qui se passe dans les montagnes alentours, dans les petits villages, et c'est encore très marqué par la superstition, et on ressent ça fortement. En plus, la naissance se passe en 1940. Voilà, donc je pense qu'on est encore plus superstitieux à cette époque-là, surtout dans les endroits reculés. Et voilà, la sage-femme ne le sent pas trop, cette naissance, quoi. Il va se passer des choses assez étranges. Pas dégueulasses, hein, mais des choses étranges quand même durant cette naissance. Et je sais pas trop vers quoi on va aller, en fait. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'écriture de l'autrice. Voilà, c'est un peu déstabilisant, mais j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez poétique, tout en donnant un côté très mystérieux, puisque ces deux sœurs, il y en a une qui est sorcière et l'autre passeuse de fantômes. Et voilà, et on va suivre leur parcours et aussi celui de leur mère qui apparemment était une femme très mystérieuse d'après la 4e de couverture. Mais bon, pour l'instant, j'ai surtout assisté à la naissance des jumelles. J'ai lu qu'une seule histoire des Tortues Ninja pour l'instant. C'est divisé en plusieurs épisodes, donc je n'ai lu qu'une première histoire. Alors pour l'instant, on ne voit pas encore les Tortues Ninja, mais on rencontre les mutanimaux. Alors apparemment, ce sont des animaux sur lesquels ont été faites des expériences humaines et qui sont devenus mi-humains, mi-animaux. Alors je ne sais pas trop si à la base c'était des humains qu'on a transformés en animaux ou l'inverse, des animaux à qui on a donné des gènes humains. Voilà. Dès le premier épisode, ils trouvent quand même ils rentrent dans un laboratoire où des expériences sont faites et ils trouvent un personnage qui est assez étrange quand même. Et on voit bien qu'il a subi quand même beaucoup de manipulations génétiques on le voit ici, voilà, il a bien un cerveau, enfin, pas tout à fait, on dirait un cerveau humain, mais une tête assez humaine, mais vous voyez, dans le reste, il est dans une espèce de coquille, enfin, c'est assez étrange, donc voilà, on retrouve un peu le côté, effectivement, les humains qui veulent, au nom de la science, n'ont plus aucune éthique et font des expériences absolument ignobles, que ce soit sur des humains ou sur des animaux. Voilà, pour l'instant, c'est pas hyper violent. Il n'y a pas de scène de sang ni rien, mais il y a quand même ça, ces manipulations génétiques qui sont quand même assez violentes. Et puis j'ai commencé Gods of Men. Heureusement, il faut lire qu'à peu près une 50aine de pages à chaque fois, sinon j'aurais pas réussi. Donc là, pour l'instant, c'est assez introductif. Je viens juste de le commencer, donc c'est vraiment ce qui est noté sur la 4e de couverture. C'est-à-dire que, voilà, il y a plusieurs royaumes. Heureusement, il y a une carte. J'avoue qu'elle est bien, la carte. C'est pas mal. Bon, là, vous n'allez rien voir, bien sûr. C'est un peu petit, mais ça aide bien. Donc,
l'héroïne, alors Sable, c'est pas son vrai nom, elle se fait appeler Sable, mais c'est pas son nom d'origine. Elle est princesse, mais une princesse bâtarde. Et puis, voilà, lors d'un repas, son père, le roi, ses frères, sa belle-mère, donc la reine, sont là. Ils invitent des gens, enfin, des rois et représentants des pays voisins parce qu'ils ont peur d'être envahis, ils veulent la paix. Enfin, ils veulent surtout pas qu'on les envahisse. Et Sable joue très bien de la flûte, donc elle se met à jouer de la flûte. Et là, il se passe quelque chose d'étrange. Et malheureusement, comme il est noté dans la 4e de couverture, elle tue sa petite sœur. Donc, et comme la magie est bannie et très sévèrement réprimée, voire vous êtes condamné à mort, elle s'enfuit. Et voilà, on va la retrouver des années plus tard. Elle est vraiment partie tout au nord. Elle habitait un pays plutôt désertique. Elle est partie carrément au nord de ce monde imaginaire où elle essaie tant bien que mal de survivre. Elle est aidée notamment par une femme qui est une guérisseuse qui l'a recueillie. Elle aide des gens qui sont dans la pauvreté, qui n'ont pas les moyens de se payer des soins. Enfin, c'est un coin, je ne sais plus comment elle s'appelle cette ville, mais c'est les Landes perdues et c'est vraiment un coin où vont se réfugier les gens qui n'ont plus rien à perdre. Des gens, la famille qu'elle aide, c'est des gens qui ont tout perdu, enfin leurs biens ont brûlé, leur ferme a brûlé, donc ils se sont réfugiés là en espérant trouver du mieux. Le père espérait trouver du travail, mais il n'en trouve pas. Ou c'est des repris de justice, ou des gens qui sont poursuivis par la justice, des criminels. Donc vraiment, c'est voilà, c'est vraiment alors toute la lie de la société, mais aussi tous ceux qui espèrent en une vie meilleure et qui malheureusement se sont retrouvés coincés là et n'arrivent pas à s'en sortir. Franchement, ça se lit bien, c'est assez fluide. Par contre, le seul truc, c'est qu'on est vite plongé dans ce monde sans qu'on ait beaucoup d'explications sur le système des dieux, on sait un petit peu les différents royaumes, mais sans qu'il y ait beaucoup d'explications, ni pourquoi la magie est telle ou tant détestée. Voilà, ça manque. Voilà, pour le début, je pense qu'on y reviendra peut-être après, ce qui serait vraiment super. Voilà, mais je vous en dis plus, je vous reprends dès que possible pour vous dire où j'en suis dans ces lectures. À tout de suite. Ici, la merveille, la mévriglia, ce n'est pas la féerie. C'est la chose étrange. C'est l'impression que quelqu'un marche derrière vous. C'est la surface du lac du tremblement qui s'agite sans brise. L'orage qui explose en plein ciel bleu quand vous passez le val de la Masque. La spirale gravée sur le col du diable, plus vieille que ce monde et les mondes d'avant, qui vous envoûte à vous faire oublier le chemin du retour. Grimpez les flancs du mont Bégaud. Traversez les pentes arides, les forêts obscures. Si vous tremblez, c'est normal. L'ombre de la montagne couvre les mélèzes et frigorifie la rocaille. Après 2 heures de marche, vous apercevrez enfin les ruines d'un hameau se reflétant dans un lac noir, Bégouma, abandonné depuis les événements étranges survenus voilà près de 70 ans, dans la nuit du 15 au 16 août 1956. L'épicentre du mystère se situe juste au-dessus du village, sous les pierres d'une ancienne bergerie. Entre ces murs écroulés, on poussait des buissons de thym. Autrefois y sont nées 2 sœurs qui traquaient les fantômes. Hello, je vous retrouve. Cette fois, nous sommes le jeudi 6 février. J'ai pas eu le temps de vous reprendre hier, en fait. Donc, je me dépêche juste avant de partir au boulot. Puis, j'ai un colis à aller chercher avant. Pour vous donner un petit peu l'avancée de mes lectures. Donc, je suis toujours dans les Tortues Ninja. Alors, je lis qu'un épisode à la fois, ce qui fait que je suis pas tellement avancée. Là, j'en suis arrivée à la partie 4, quoi. Voilà, Voilà, ça va tout doucement. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a toujours pas vu ces fameuses Tortues Ninja. On suit surtout les mutanimaux qui, je vous les ai montrés, hein, on voyait un laboratoire où des expériences étaient faites sur des êtres vivants, hommes ou animaux. Voilà, on voit les mutanimaux qui décident justement d'envahir ce labo pour mettre fin à ces expériences, parce que certains, je ne sais pas si c'est tous, mais certains d'entre eux ont subi eux-mêmes des expériences, donc il y a quand même un gros traumatisme derrière tout ça,
C'est vrai qu'en dehors du côté voilà, comics, comment, divertissement, il y a quand même voilà, ce message de il n'y a pas d'éthique, c'est horrible et on fait des choses aussi bien aux animaux qu'aux hommes, voilà, sans éthique, sans morale et dans la douleur et la torture. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant hein, dès qu'on verra Donatello, Leonardo, Michelangelo et... Leonardo, Michelangelo, Donatello... J'en ai oublié un. Leonardo, Donatello, Michelangelo... Mas Donatello, Leonardo, Michelangelo... Raffaello, voilà, c'est ça. Je vous tiens au courant, donc j'avance pas très vite sur cette lecture. Sur celle-ci, j'avance pas très vite non plus parce qu'en fait, j'essaie de respecter le découpage du thé pour les fantômes et à 75-80 pages. Donc ça me prend facilement 1 heure le soir. Puis c'est vrai que là, on sait que le boulot, je rentre plus tard. Donc là, j'avance tout doucement. Je suis à la page 218. J'aime bien. C'est toujours très dynamique, je trouve, au niveau de l'écriture, au niveau de ce qui se passe. Je déteste la famille de Margot qui n'est absolument pas sympathique. Par contre, elle, je l'aime beaucoup. C'est cette gamine qui, voilà, qui a toujours eu un complexe parce qu'elle n'avait que 4 doigts à chaque main, qui va découvrir qu'elle a des origines quand même assez mystérieuses, liées au monde de l'au-delà, liées à une guerre qui a lieu entre d'un côté la dame, de l'autre côté le sieur, mais aussi entre le diable et de l'autre côté, on va retrouver aussi des mentions de Dieu, de Jésus et de la Vierge Marie. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas du prosélytisme religieux, c'est pas, voilà, au contraire, c'est plutôt une image assez rigolote de Jésus et surtout de Dieu. J'imaginais pas que c'était un tel bon vivant. C'est pas l'image vraiment qu'on en a. Voilà, ils ont des épreuves à passer et on voit voilà, ces personnages de la religion chrétienne, mais voilà, franchement, c'est pas gênant, c'est pas pour... voilà, c'est tout, c'est que ça fait partie de la culture de l'auteur, et bon, on est quand même en Occident, donc c'est quand même la religion la plus importante d'Occident, mais c'est pas pour dire, voilà, cette religion est super et fait tout bien. Ça reste humoristique sans être non plus irrévérencieux envers la religion. Voilà, ça se lit bien. Puisqu'on parle toujours du diable, il n'y a pas de raison non plus qu'on ne parle pas voilà, de Dieu. Et c'est voilà, vraiment un passage assez court. On va même, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce roman, puisqu'il y a la découverte voilà, d'un folklore d'origine bretonne. On a voilà, des références à la religion. Maintenant, on a des références aussi aux extraterrestres. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a d'autres créatures, alors des créatures évidemment surnaturelles, mais aussi des créatures qui viennent, enfin, qui sont extraterrestres en fait, tout simplement. Donc ça va, ça fait un joyeux mélange, c'est très dynamique, très vivant. Enfin, pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors c'est pareil, celui-là, j'avance tout doucement mais sûrement, Gods of Men. Alors il y a encore des choses qui restent un petit peu obscures au niveau du world building, mais on commence à en apprendre un petit peu plus sur la chasse qui est faite envers certains porteurs de magie. Pourquoi la chasse envers certains aussi, ouais, personnes qui ne sont pas... sont des êtres humains, mais ils ont, voilà, ils ont des choses en plus et ils ont des surnoms sympathiques tels que galeux, enfin voilà, qui sont pourchassés quand même. On continue à suivre Sable qui essaie de s'en sortir et puis on va découvrir, alors je pense le protagoniste qu'on voit ici, voilà, qui est un prince, mais par contre il n'est pas le fils aîné, donc c'est pas lui qui va hériter du royaume. Son père est très malade et voilà, donc il va partir en quête d'une guérisseuse. Et bien sûr, leurs chemins vont se croiser et voilà, j'en suis arrivée à peu près là, au moment où ils doivent s'enfuir ensemble, bon gré mal gré. Ils sont bien obligés. Voilà, donc c'est toujours prenant. Voilà, on apprend un petit peu plus aussi sur les différents dieux qui existent. Sachant qu'il y avait une religion qui existait avant, qui a disparu, qui a été chassée par ceux qui ont gagné la guerre, notamment contre ces fameuses personnes qu'ils appellent galeux. Je voudrais bien en savoir un petit peu plus d'ailleurs sur ces galeux, et aussi sur ceux qu'on appelle les liagés, c'est-à-dire des gens qui possèdent des pouvoirs. On a aussi des inquisiteurs, on a des sorciers, enfin pas des sorciers, des prêtres. Sauf qu'ils n'ont rien de très sympathique. Ces prêtres, au contraire, ils utilisent les gens, ils utilisent
leur pouvoir, en fait, en tant que prêtre, ils sont respectés, vénérés, ils utilisent ça pour recevoir des offrandes, en soi-disant, et celui qui ne fait pas d'offrande, bah, il est tué. Enfin, c'est vraiment un système, voilà, très dur. Alors, attention, c'est pas, pour moi, c'est pas du young adulte, ou du young adulte au-dessus de 18 ans, hein, parce qu'il y a quand même des scènes assez violentes. Il y a quand même une scène, alors on ne voit pas la scène de torture, mais voilà, il y a l'inquisiteur qui rentre et qui voit la personne qui a été torturée, on sait ce qui lui a été fait, voilà, donc c'est pas, voilà, il y a quand même des scènes assez sombres, donc voilà, young adulte, mais plus, et pour adultes même, voilà, young adulte, ouais, à partir de 18 ans, hein, c'est pour des majeurs, quoi, quand même, parce que c'est quand même assez sombre, mais franchement, j'aime bien, je pense que je vais faire une bonne lecture avec ce livre. Et celui-ci, celui-ci, j'adore toujours. Alors, on commence à en apprendre un petit peu plus sur les deux sœurs, sur leur mère, hein, des révélations, enfin une révélation qui est assez... Alors, une première révélation qui a été quand même assez étrange, et une deuxième révélation, ouais, on rentre... Alors déjà, on est de plein pied dans du fantastique, puisque d'un côté, nous avons une sorcière, et de l'autre, une passeuse de fantômes, mais là, on rentre encore plus dans le fantastique. Voilà, il y a des choses qui ne concordent pas dans la biographie de la maman de Félicité et Egonia. C'est assez étrange, mais j'aime toujours autant. Alors, c'était peut-être un petit peu plus long, la partie que j'ai lue hier soir, puisqu'on va suivre Félicité quand elle était jeune. Elle aurait voulu être enfin bref, spécialiste en thé. Donc, elle a fait des études, elle a rencontré une femme qui était, elle aussi, spécialiste en thé. Elles ont voyagé ensemble, elle a appris plein de choses sur le thé. Je vous jure, vous lisez le livre, vous n'avez qu'une envie, c'est vous faire une bonne tasse de thé. Hein. Mais une vraie, vous voyez, avec faire les feuilles, faire infuser, vous avez vraiment envie de vous mettre dans cet esprit-là, en fait. C'est un côté assez chill, mais en même temps, il se passe quand même des choses assez effrayantes, et voilà, notamment entre les deux sœurs et dans leur passé, et surtout leur mère, je trouvais, voilà, il y a des choses sur leur mère. Hier, c'était dur de s'arrêter à la partie, j'ai dit, ah non, pouf, ça se termine comme ça, c'est en plein, pas cliffhanger, mais quand même, on apprend quelque chose sur la mère, on se dit, ah ouais, mais comment ça s'explique, quoi, tout ça. Voilà, donc on va avoir l'explication. J'espère plus tard. Alors, je ne sais pas, j'ai pas fait le calcul, je ne sais pas combien de pages je suis. Là, je dois être dans les 200, là aussi 400. 500, ouais. Le graphique, bah, ouais, je pense que je vais le compter. Enfin, je sais pas si je vais le compter, je vais bien voir si j'arrive à... Mais je voulais quand même rajouter un graphique, puisque j'avais envie de lire un graphique. Donc, je l'ai mis dedans. Je sais pas si je le compterai à la fin pour compter les 1000, on verra bien. Voilà, mais je vous avoue que là je suis ici, j'ai pas trop suivi, je dois être aux alentours de 500, je pense. Mais voilà, et on est jeudi. Voilà. Donc, nous verrons si ça avance ou pas. J'avoue que le super truc, ce serait d'arriver à finir ces 3 livres fin de semaine, mais Gods of Men, le découpage est prévu de telle façon que normalement on le lira sur 10 jours. Donc forcément ça va faire plus qu'une semaine. Celui-ci par contre il doit bien être prévu pour une semaine si je me trompe pas. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui, je file au boulot et puis je vous dis à très bientôt, bye. Hello, je vous retrouve pour faire un petit point sur ma semaine à 1000. Donc normalement, si j'ai bien compté, j'ai bien réussi cette semaine. Alors là, nous sommes le mardi 11. J'ai pas eu le temps de vous reprendre hier, mais j'ai fini 2 lectures dimanche soir. J'ai fini du thé pour les fantômes de Chris Vuklevitz, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, aux éditions de Noël, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je pense que c'est le genre de livre qui effectivement peut diviser. J'ai vu des bons retours, des retours mitigés, des gens qui n'ont pas aimé quand il était sorti. Il est sorti en poche là d'ailleurs si vous voulez vous le procurer. Et oui, je comprends que ça peut diviser parce que la narration est un peu spéciale. Par moments, c'est vrai qu'on ne sait pas trop qui est en train de raconter l'histoire. On saute d'un narrateur à l'autre sans trop savoir qui reprend la parole. On a aussi des dialogues un petit peu spéciaux, une mise en page parfois spéciale aussi, quand les personnages discutent entre eux. On a des flashbacks, on revient au présent, ça se situe pas forcément à la même époque, et il peut y avoir quelques longueurs, mais moi franchement j'ai adoré, j'ai adoré la plume de l'autrice. Je trouve qu'elle parle tellement bien des secrets de famille et du poids de la famille, à quel point ça peut peser sur la vie de personnes, à quel point ça peut même être destructeur, et voilà, elle y met du fantastique, c'est vrai qu'on est dans du réalisme fantastique, et j'ai trouvé ça vraiment très bien, c'était prenant, j'ai beaucoup aimé le style narratif justement,
Mais après, je comprends aussi que ça puisse, du coup, ça puisse diviser. J'ai fini aussi Margot Dupin, enfin la guerre du conte, Margot Dupin et les jardins d'âme, qui là pour le coup est en jeunesse. Même si l'héroïne a 15 ans, on est vraiment dans du jeunesse. Vous pouvez, un bon lecteur à partir de 9 ans, il peut le lire. Alors par contre, ça a un petit peu pâti de mes autres lectures, cette lecture, parce que je crois que ça aurait mérité d'être lu assez rapidement. Parce il y a beaucoup de choses. L'univers est assez complexe, mine de rien. C'est pour de la jeunesse, mais l'univers est complexe. Mais je pense que les jeunes lecteurs vont peut-être même parfois mieux comprendre que les adultes et mieux intégrer cet univers qui est quand même assez riche. Voilà, Margot va se retrouver plongée dans un monde mais parallèle au nôtre, donc on n'est pas dans un autre monde. On va reprendre voilà, aussi bien des influences religieuses, mais voilà, sans que ce soit lourd ni pesant. On va retrouver des anges, des démons, le diable, on va retrouver aussi des extraterrestres. Il y a des vaisseaux spatiaux, voilà, il y a plein de choses, tout se tient malgré tout, et Margot est vraiment un personnage sympathique, voilà, on va apprendre qui elle est vraiment. Il y a un secret aussi sur sa naissance, sa famille n'est pas très sympathique au départ, même si ça s'améliore un petit peu après, sauf avec ses grands-parents, on va dire, c'est un petit peu compliqué, voilà, il y a un système mis en place qui est quand même pas mal fait, je trouve, et qui est... ouais, qui est assez complexe, où il faut quand même raccrocher les wagons, mais heureusement il y a un glossaire aussi à la fin, ce qui est bien, et puis voilà, on a encore une fois le lutte du bien et du mal, et on a une petite relation entre Margot et puis Malik, le personnage masculin principal du même âge qu'elle, mais alors c'est fait de façon très mignonne, je trouve, j'aime beaucoup. Bon, ils ont 15 ans, mais tous les ados de 15 ans n'ont pas forcément envie de se jeter l'un sur l'autre. Voilà, ça reste des enfants quelque part, et ils sont encore très jeunes, et je trouve que cette relation était vraiment... Alors, c'est un peu compliqué parce que Margot, bah, elle, c'est quelqu'un de timide, mais qui en même temps est très gentil et très abordable avec les autres, alors que Malik, lui, c'est quelqu'un de très renfrogné, on ne sait pas ce qu'il a contre Margot exactement, pourquoi il a toujours l'air de, voilà, de se fâcher quand elle vient lui adresser la parole, et puis c'est bien fait, franchement c'était mignon, et j'ai bien aimé, c'est voilà, un beau roman jeunesse. J'ai continué aussi. Bien sûr, je suis toujours en train de lire mes Tortues Ninja, mes célèbres Tortues Ninja. J'aime bien les histoires là, ça y est, les premières histoires, parce que du coup il y a beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs différents, de toute façon ça se voit au dessin. Et j'ai beaucoup aimé, alors la première partie, on retrouve ce qu'on appelle les mutanimaux, donc ce sont voilà, des mutants mi-humains, mi-animaux, un peu comme les Tortues Ninja. Et ensuite on retrouve les Tortues Ninja avec un arc narratif qui normalement prend fin avec ce tome-ci, où il lutte contre le grand méchant Shredder. Si vous avez des souvenirs des Tortues Ninja en dessin animé, ou si vous avez lu peut-être les Tortues Ninja, moi j'ai jamais lu sous forme de comics, j'avoue, j'ai regardé quelques épisodes, mais en dessin animé, mais pas beaucoup, puis c'était assez édulcoré quand même. Puis à la fin, apparemment, on va retrouver deux autres personnages, des humains qui sont souvent en contact avec les Tortues Ninja, April et puis Kazé, mais j'en suis pas encore là. Donc je pense que là, on va finir un arc narratif, si j'ai bien compris. Normalement, Shredder était censé avoir été vaincu dans le tome précédent, voire même être mort, mais évidemment, le grand méchant revient toujours. Ça se lit bien. Alors le seul problème, moi, encore une fois, c'est que c'est écrit petit, donc c'est le confort des yeux, c'est un petit peu compliqué. Et puis je suis toujours en train de lire Gods of Men, puisque là c'est en lecture commune, et c'est une cinquantaine de pages par jour, donc je ne l'ai pas encore fini. D'ailleurs hier j'ai dépassé ma partie, je dis tiens ça me paraît beaucoup quand même, jusqu'au chapitre 37, mais j'ai dépassé ma partie. Alors on suit Sable qui a dû fuir son royaume, qui était un royaume plutôt situé dans le désert. Elle est la fille bâtarde du roi, et puis un jour elle joue de la flûte et tout le monde s'endort, et malheureusement sa petite sœur elle meurt, donc elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs. Or les gens avec des pouvoirs sont pourchassés puisqu'il y a eu un événement tragique. Alors on ne le sait pas tout de suite dans le livre, c'est expliqué après. Pourquoi on déteste les gens qui ont des pouvoirs magiques, pourquoi ce qu'on appelle les sols vélariens, qui est un peuple, a été réduit en esclavage, voire est tué, pourchassé, violé, enfin voilà, hommes, femmes et enfants, tout le monde est soit condamné à l'esclavage, soit à la mort.
pourquoi toute cette haine envers ce peuple? Alors, on apprend petit à petit. Et Sable s'est réfugiée vraiment dans les landes sauvages, très au nord, parce qu'évidemment, elle est en danger, quoi, puisqu'elle elle a des pouvoirs. Et puis, elle va rencontrer un jeune homme. Alors, elle ne le sait pas, mais lui est envoyé en mission pour la ramener auprès de son frère, qui sont tous les deux princes. Leur père est roi du royaume de Corinthe. Leur père est en train de mourir de maladie, en fait. Et voilà, lui a été chargé d'aller la chercher puisqu'elle est une guérisseuse. Bon, je vous en dis pas plus pour pas trop spoiler, mais voilà, c'est prenant, j'aime bien. La relation se tient. Il y a pas mal de rebondissements, puis il y a tous ces mystères autour de la magie, autour de ce qui s'est passé avant. Il y a la folie qui guette certains princes ou certains rois parce qu'ils ont du pouvoir. Il y a des scènes assez dures quand même, c'est assez sombre. On va quand même parler de torture, même si on ne voit pas les scènes. On sait qu'elles ont lieu, quoi. Il y a une scène où bon, la jeune femme s'en sort, mais elle manque d'être violée aussi, et elle s'en sort. Voilà, elle arrive à s'enfuir, mais voilà, on sait que c'est arrivé à d'autres. Même si on ne voit pas, on sait que c'est arrivé à d'autres. Donc voilà, c'est quand même assez sombre, hein. C'est pas une lecture, franchement, young adulte, mais young adulte plus, quoi. À partir de 18 ans, moi je dirais, bon, peut-être 16 ans, moi je suis peut-être un peu prude sur ces trucs-là, mais voilà. Il y a quand même une partie très 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 sombre, et voilà, c'est vraiment prenant. Donc du coup, je sais pas trop, j'ai pas compté le comics, mais sinon, là j'étais du thé pour les fantômes, j'étais à 438 pages. Margot Dupin à 434 aussi. Ouais, ça fait 860. Et Gods of Men, j'avais dépassé les 200 pages, hein. Ouais, donc j'ai largement dépassé les 1000 pages. Donc ça va. J'ai réussi mon challenge. Donc c'est bon. Alors je pense que je vous reprendrai quand même si là j'ai réussi mon challenge, pour vous parler au moins de Gods of Men, vous dire ce que j'en ai pensé, ce que j'ai pensé de la fin, pour vous faire un dernier petit point lecture sur ce livre qui a l'air gros, mais qui se lit en fait très bien. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui et à bientôt. Bye. Hello, je vous retrouve. Nous sommes le mardi 25 janvier pour clore ce vlog. Quand même, je vais vous parler des 2 dernières lectures que je n'avais pas terminées. Donc j'étais bien arrivée à 1000 pour cette semaine, à 1000. Donc je suis assez contente, et je me dis que je pourrais certainement en refaire. Et puis je voulais vous parler des 2 dernières lectures que je n'ai pas tout à fait terminées, notamment les Tortues Ninja, qui est une intégrale sortie par eComics. Alors, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais faut oublier les petites Tortues Ninja qu'on voyait dans les dessins animés des années 90, parce que là, c'est beaucoup, beaucoup plus violent. On va suivre tout d'abord ceux qu'on appelle les mutanimaux. Voilà, ce sont des mutants, alors animaux, humains, alors je ne sais pas par contre si c'est le résultat d'expérience ou si c'est comme les Tortues Ninja suite à des déchets radioactifs. Et voilà, on les voit intervenir dans un laboratoire où des expériences ont été menées, notamment ils retrouvent un cobaye. Voilà, vous voyez ici, qui est à moitié, l'image elle est assez hard quand même, et le pauvre est complètement perdu. On les voit lutter contre ce laboratoire, et ensuite on va reprendre l'arc narratif qui se clôt avec cette intégrale 6, où les Tortues Ninja vont finir de se battre contre le grand méchant qui est Shredder. Alors je vais essayer de vous retrouver une image de Shredder, vous devez vous en souvenir, je pense, parce que on l'a vu pas mal dans les dessins animés quand même, hein, mais voilà, vous voyez, c'est un peu plus too much. Alors moi, mon seul problème, c'est que c'est écrit petit. Donc c'était pas toujours évident à lire, voilà, quand c'était petit comme ça. J'avais une image, alors est-ce qu'il est là? Donc ça clôt un arc narratif, mais on se rend bien vite compte que, bon, il y a un petit plot twist à la fin, et que ça, voilà, ça va être... ça va vraiment, bon, ça va redémarrer sur autre chose. J'ai pas trouvé de photo de Shredder, hein, c'est terrible, hein. Voilà, il est ici.
Voilà, avec sa superbe cape rouge. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'on en apprend plus sur les tortues ninja, notamment sur le fait que oui, elles ont été transformées suite à voilà, à de la radioactivité. De simples petites tortues, elles sont devenues des tortues mutantes. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on voit aussi que là, ce sont des réincarnations en fait d'enfants qui ont été tués par Shredder. En fait, Shredder est le père des Tortues Ninja qui est joué par, enfin qui est joué, qui c'est un rat en fait, un grand rat qui est un maître ninja. Donc Shredder et Splinter faisaient partie du même clan et puis ils se sont disputés. Splinter a été considéré comme traître. Il a été poursuivi par Shredder et lui et ses enfants, Splinter et voilà, ceux qui forment les Tortues Ninja ont été tués. Voilà, et on les retrouve, c'est dans le Japon médiéval et on les retrouve à notre époque. Voilà, et c'est des réincarnations. J'ai beaucoup aimé après aussi, alors vous vous souvenez peut-être de ce personnage féminin April qui apparaît souvent dans les Tortues Ninja aussi, qui est un des humains qui aide les Tortues Ninja. Là on a un deuxième personnage masculin, c'est Kazé, donc c'est des personnages qui sont voilà, du côté des Tortues Ninja et on va les voir aller en Californie, enfin en l'ouest des États-Unis pour un petit road trip, mais pour aussi partir à la recherche de ceux qu'ils appellent les anciens dieux, voilà, parce qu'il y a aussi des recherches de fait, on voit ça dans l'histoire principale sur les anciens dieux. Voilà, et sur les dieux qui pourraient revenir, qui pourraient être potentiellement très dangereux. Et voilà, ce que j'ai beaucoup aimé, ouais, une petite image un peu horrifique quand même, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que là, c'est très aéré. Vous voyez, il y a moins de texte, c'est très aéré au niveau des... C'est très coloré, hein, mais c'est très aéré au niveau des images et c'était un petit peu plus reposant au niveau des yeux. On va pas se mentir, c'est vrai que quand ça claque un peu partout, c'est... Ouais, j'ai un petit peu plus de mal, quoi. Je m'y fais, mais il faudrait vraiment que j'en relise un petit peu plus de... En fait, je trouve cette image très belle de comics. Donc voilà, c'est pour les Tortues Ninja. Si vous êtes fan ou si vous voulez découvrir des comics ou voilà, découvrir autrement les Tortues Ninja, je vous conseille vraiment. Et puis j'ai fini aussi le tome 1 de Gods of Men. On l'a fait en lecture commune. On a toutes beaucoup aimé. Donc on va essayer de lire la suite. Alors je ne sais plus, on avait voté pour quel mois. Alors, ça doit pas être en mars, je pense, parce que mars, ça va être très compliqué pour tout le monde. C'est peut-être mai ou juin, je ne sais plus. Enfin bref. En tout cas, j'ai lu le tome 1. C'est de Barbara Kloss aux éditions Rivka. Voilà, avec des belles images comme ça. On va suivre donc l'héroïne que je viens de vous présenter. Elle fuit son pays, c'est Istara, je crois, qui est un pays plutôt désertique, puisqu'elle se rend compte sans le faire exprès qu'elle a des pouvoirs, et avec ses pouvoirs, malheureusement, sans le faire exprès, elle tue sa petite sœur, donc elle fuit, elle s'en va dans les landes sauvages qui sont complètement au nord, qui sont habitées par des criminels, des gens voilà, qui fuient leur passé ou qui n'ont plus rien à perdre. On la retrouve des années plus tard, on voit comment elle survit dans des conditions assez difficiles. Et puis on se demande pourquoi il y a cette horreur de la magie, puisqu'elle est porteuse de magie. Qu'est-ce qui s'est passé voilà, dans le passé pour qu'il y ait autant d'horreur du passé petit à petit. Voilà, on va avoir le background, le passé de ce monde inventé et le world building, la construction du monde. On va les avoir au fur et à mesure de la lecture. Parce que sur le coup, je me dis, mais pourquoi cette haine de la magie, de ceux qui possèdent de la magie? Qu'est-ce qui s'est passé? On voit d'ailleurs un peuple qui s'appelle les Solvélariens, qui sont un peuple qui... Ils n'ont pas tous de la magie en eux, mais ça vient surtout d'eux. Mais pourquoi il y a tant de haine aussi contre ce peuple, qui est réduit souvent en esclavage, considérés comme des moins que rien, utilisés à toute fin, notamment les femmes, je vous laisse deviner dans quel contexte. Voilà, c'est vrai, on se dit, mais pourquoi même les enfants, quoi, voilà, quand on les massacre pas purement et simplement. Et on comprend au fur et à mesure de la lecture pourquoi il y a cette haine de la magie, cette haine aussi du peuple des Solvélariens. Il y a des scènes assez dures quand même, hein. Il y a une scène, on voit que la personne a été torturée. On voit pas, on n'insiste pas à la scène, mais on sait qu'elle a été torturée, donc c'est pas très jojo. Il y a un nécromancien, il y a des massacres. Voilà, ça, pour moi, c'est pas vraiment du young adulte, ou young adulte à partir de 18 ans, on va dire, parce que c'est quand même assez dur. Et puis, il y a le prince, enfin le roi de Corinthe, un autre royaume. Le roi est très malade, donc son fils aîné, qui doit hériter du trône, envoie son plus jeune frère
c'est Géric, c'est ça, je ne pas de bêtises, bon, c'est pas marqué, c'est Géric, à la recherche d'une guérisseuse pour son frère. Il a entendu parler d'une guérisseuse justement dans les Landes sauvages. Bon, j'avoue que ça fait un petit peu bizarre quand même cette coïncidence, donc évidemment c'est après Sable qu'il va chercher, sans lui dire qu'il est prince, sans lui dire qui il est. Ils vont voilà, avoir passé pas mal d'aventures ensemble, apprendre à se connaître. Il y a une petite romance qui débute, elle est assez slow burn, elle ne prend pas toute la place dans le récit, ce que j'apprécie énormément. Et voilà, ça se lit vraiment très bien. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé parce il y a pas mal d'actions, il y a voilà, l'histoire de ce monde qui se dessine petit à petit devant nous. Il y a un côté très sombre avec la nécromancie, avec des inquisiteurs aussi, il y a des complots politiques, il y a des luttes de pouvoir, et je pense qu'il y en aura encore plus dans les prochains tomes. Voilà, il y a ce peuple qui est réduit en esclavage. Il y aurait peut-être voilà, un homme qui est mort, qui a causé beaucoup de dommages dans ce pays. On ne retrouve plus son corps là où il était enterré. Voilà, il y a plein de mystères comme ça. C'est vraiment, il y a un petit truc que je me disais sur un personnage, je me dis, mais je m'attendais quand même pas à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai eu quelques doutes et voilà, mais on voit, ouais, c'est quand même très sombre. Hein. Voilà, pour les plus jeunes, non, peut-être pas. Considérez pas ça comme du young adulte quand même. On vous dit à partir de 18 ans, parce qu'il y a des scènes qui sont quand même assez dures. Voilà, puis ça finit. Voilà, ça finit, on a envie de connaître la suite, quoi, parce qu'on se dit, mais va-t-on retrouver nos personnages et comment? Et c'était super intéressant. En tout cas, j'ai fait vraiment de bonnes lectures lors de cette semaine à 1000. J'essaierai peut-être d'en refaire, ou peut-être de faire, j'avais pensé à un week-end à 500, mais un week-end à 500, le problème, c'est que le week-end, j'ai pas vraiment le temps de vous prendre, parce que, voilà, les enfants, tout ça, qui sont là, donc c'est un peu plus compliqué, mais bon, à voir. En tout cas, c'était sympa de faire cette semaine à 1000. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces romans. Voilà, si cette idée de semaine à 1000 vous intéresse. On pourrait aussi très bien en mettre une en route. Alors moi, je suis souvent sur Bookstagram, mais pourquoi pas en mettre une en route où on listerait nos pales pour notre semaine à 1000. Ça pourrait être sympa de faire ça à plusieurs. Bon, n'hésitez pas, moi, c'est vrai que j'ai envie de mettre en place des lectures communes. Alors, c'est vrai que pour moi, le plus simple, c'est Instagram, parce que c'est là où je suis le plus souvent. Et puis, c'est vrai que sur YouTube, ça va être compliqué. Et comment je suis sur Discord, mais je n'ai jamais créé de salon, tout ça, donc il faudrait que je m'y penche. Et je ne sais pas si tout le monde, enfin parmi vous, si vous êtes très branché Discord, si ça, même si c'est pas trop compliqué d'utilisation, bah, dites-moi, parce que c'est vrai que je serais intéressée pour faire des mini-challenges comme ça, et même des lectures communes, mais c'est vrai que pour moi, pour l'instant, ce qui serait le plus simple, ce serait sur Bookstagram, donc n'hésitez pas non plus à m'envoyer des messages sur Bookstagram. Certains d'entre vous l'ont fait déjà, ça m'a fait énormément plaisir. Voilà, de savoir que voilà, j'avais aussi des gens qui étaient sur Instagram, qui ont aussi des comptes de lecture d'ailleurs, qui me suivent et qui m'écoutent aussi sur Booktube. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous penserez de faire des mini-challenges comme ça ensemble. Je vous laisse ici pour clore enfin ce vlog. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!